C'est quoi la ligne pour toi entre justement la tolérance, on va dire, et l'exigence professionnelle? Tiens. D'abord, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai un côté très altruiste. Donc, avoir cette intelligence émotionnelle-là, c'est un atout, comme ça peut être un défaut. Il est fondateur de l'entreprise Meva Sands, une marque de vêtements qui révise le number one, et Vatsu, une boutique spécialisée dans la vente de pierres de collection. Il a un parcours très varié et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous Rodriguez. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Alors, pour Vatsu, on peut deviner ta passion pour les pierres, parce qu'il y a aussi un parcours universitaire qui le précède. Mm-hmm. Mais pour Meva Sands, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'industrie de la mode? L'amour des vêtements déjà, être élégant, bien s'habiller, parce que tout compte fait, l'apparence c'est la première chose que les gens voient avant de te connaître vraiment. Donc vraiment faire un excellent impact auprès des gens. Et après, au fil des années, et à force d'acheter tel vêtement, je me suis dit pourquoi ne pas sortir de ce cercle-là et vraiment faire nous-mêmes, faire moi-même les vêtements que j'aime porter et après faire une collection et voir la suite du développement des choses. À la base, vraiment, Meva Sands, ce sont des articles faits à base du number one. Mm-hmm. Pourquoi avoir choisi celui-là en particulier au départ? Historiquement parlant, déjà, j'avais déjà le nom Meva Sands en tête bien avant qu'on a vraiment commencé nos activités. Et j'avais commencé à vendre des pagnes en wax auprès... Je me ravitaillais auprès de quelques amis africains qui me ramenaient des pagnes. Et aussi, à cette époque-là, donc le wax était très prisé, était très à la mode. Donc, on a commencé par ça. On vendait que des tissus. Okay. Mais après, bon, homme d'affaires que je suis aussi, vu que j'ai débuté très tôt, c'est comme dans les pierres précieuses. Je vais dire par là que une pierre à l'état brut est très abordable. Mais à l'état taillé, on peut tripler, quadrupler le prix. Donc c'est la même chose avec les vêtements. Donc avec un tissu de 5 mètres que j'achetais à 50, 60 000 arrière, je pouvais décliner ça en 4 ou 5 vêtements auxquels je pouvais tripler le prix sur chaque article. Donc la rentabilité, elle était partie de là. Donc dans une seconde période, on a arrêté de vendre les tissus, mais on a transformé tous nos produits. On faisait des jupes, des robes, des chemises et tout. Et au fil du temps, quelques mois après, je me suis dit, bon, Meva Sands, Meva c'est bon, tout ce qui est beau. Sands c'est le style, la dégaine. Le nom de la marque est en malgache. Mais après, l'authenticité, parce qu'il y a une vision aussi qui doit s'aligner sur l'objectif de l'entreprise. Donc, je me suis dit, avec le wax, je ne pourrais pas aller loin. Parce que, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le wax, ça vient du continent africain. Donc, on ne peut pas rivaliser par rapport aux designers qui ont déjà l'habitude de travailler sur cette matière et qui ont déjà l'habitude de porter ce tissu-là sur la scène internationale.
Donc la recherche s'est faite là et je me suis dit, il faudrait que je trouve quand même une matière première, un tissu, pas typiquement, mais qui représente Madagascar. Donc c'est là que le Lamba One m'est venu à l'esprit et on a commencé à travailler cette matière qui nous a fait connaître au grand public et qui nous a pu rendu célèbre et être là aujourd'hui. Ouais. Voilà. Tu parlais justement de vision. Est-ce que Mévassins a justement à terme pour vocation vraiment de s'exporter sur le marché international? Parce qu'on voit sur les réseaux, c'est vrai que j'ai vraiment pas mal de collabs quand même avec des personnalités connues ici à Madagascar. Mais est-ce qu'à terme, toi, tu te vois exporter la marque ou est-ce que tu veux vraiment te concentrer juste sur le marché local? Je vais te dire une anecdote. Ce qui nous a poussé aussi à faire Mévassins, c'est que quand j'étais encore à la fac, j'avais eu pour mémoire, pour mon Master 2, d'étudier les manières pour améliorer l'attractivité des investissements directs étrangers à Madagascar. Donc, de ce fait, j'ai pris dans ce contexte, il y a un concept qui s'appelle le nation branding. C'est vraiment prendre le pays comme une marque et de le marketer à l'international. Donc, dans ce sens-là, on avait imaginé à s'éparpiller sur plusieurs domaines dans l'audiovisuel, parce que l'audiovisuel, quand même, c'est un outil qui permet de montrer les facettes qu'on aimerait vendre. Par exemple, si on prend Madagascar, il y a les paysages, la faune et la flore, les vêtements, la culture et tout ça. Parce que quand j'étais encore à l'université, quand on parlait de Madagascar, les gens, ils savent pas que Madagascar, c'est un pays. Ouais. Ils ont juste vu le film, le dessin animé, quoi. Le dessin animé et d'ailleurs, les gens disent si ça existe vraiment. Donc, on en est encore là maintenant. Mais bon, grâce à Mévassins, grâce aux plusieurs opérateurs qui font rayonner Madagascar à l'extérieur, les choses bougent petit à petit. Et pour revenir à ta question de tout à l'heure, le but ultime pour Mévassins, en fait, c'est vraiment d'exporter la culture malgache, de marketer la culture malgache à la scène internationale. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un Lamba One, si j'offre cette veste, par exemple, à Mike Tyson ou à Bill Gates, ce sera un tissu qui n'existe nulle part. Donc, ça fera toujours référence à Madagascar à n'importe quel moment parce que la personne qui va l'apporter, ça va provoquer un bouche à oreille. Et de ce fait, la personne qui a le produit dira directement que ça vient de Madagascar et son l'interlocuteur aura directement pour réflexe d'aller sur Google pour voir Madagascar et tout ça. Donc, au final, c'est pour faire gagner le pays, au fait. Bon, bien sûr, on fait des affaires pour gagner en rentabilité, en notoriété, mais il y a toujours cette valeur intrinsèque des choses qui sont là-dedans et c'est ça le but ultime. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui et qu'on conscientise aussi les gens que la diaspora, les personnes influentes qui viennent de Madagascar, qui se sont déjà installées à l'extérieur, c'est le temps pour nous de collaborer parce que les pays qui ont gagné en visibilité, ils ont su que c'est par cette voie-là qu'on peut attirer les gens à investir, à s'implanter dans notre pays et à s'intéresser à nous. Ouais, l'idée c'est vraiment de faire du label Madagascar et / Made in Madagascar, en fait vraiment quelque chose qui parle vraiment en fait au-delà de nos frontières. Exactement. Moi justement j'ai vu dans la stratégie que tu emploies notamment donc sur les réseaux sociaux, c'est comme je disais tout à l'heure un petit peu collaborer avec des artistes ou des sportifs ou des personnalités connues localement.
comment est-ce que toi, justement, tu t'y prends pour justement arriver au stade où tu peux collaborer avec ces personnes-là? Est-ce que, bon, c'est des gens peut-être à la base que tu connaissais, ou est-ce que toi, tu as un process en fait derrière et une manière, on va dire, de vendre le projet pour que voilà, la personne se dise ok, bah faisons-le? Parce que par exemple, j'ai vu notamment quand Youssoupha était de passage, j'ai vu que justement vous avez collaboré ensemble. Ouais. C'est quand même quelqu'un avec une autorité qui dépasse les frontières de la France. Il est connu dans de nombreux pays. Comment est-ce que ça se passe de ton côté quand tu bosses? Un seul mot, l'audace. Ah. C'est ça. Il y a un terme qui dit que la chance sourit aux audacieux. Ouais. Il n'y a pas vraiment une grande stratégie derrière tout ça. Mais bon, moi, en tant que fondateur et directeur créatif de Meva Sounds, j'essaie un peu de faire une veille médiatique autour de tout ce qui se passe à Madagascar ou à l'extérieur. Et c'est par rapport à ça, en fait, qu'on anticipe tout. Comme par exemple, Oboy, c'est quelqu'un que je connais ni d'Adam ni d'Ève, mais c'est un malgache. Il est déjà bien établi hors de Madagascar. Il peut apporter quelque chose pour Madagascar, pour Meva Sounds. Donc, en d'autres termes, les regards et les objectifs se rejoignent quelque part. Mais après, il faut frapper à la bonne porte et c'est là que l'audace se joue, parce que moi, par exemple, pour Oh Boy, quand j'ai vu l'événement, j'ai déjà essayé de connaître l'organisateur de l'événement et de voir un peu sur Facebook qui sont les amis en commun. Donc, c'est par rapport à ces amis en commun, ça. Donc, il y a le networking qui se fait à la base, et après, on essaye de voir comment on pourrait mettre en place un truc gagnant-gagnant. Parce que ça, c'est important en affaires aussi. Quand on approche les gens, il ne faut pas ramener uniquement ce que toi, tu gagnes en tant qu'apporteur d'affaires, mais il faut aussi que tu mets surtout en avant ce que l'autre gagne pour que les choses se fassent. Donc, les choses se fassent comme ça. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, on collabore vraiment avec des gens qui ont ce potentiel-là, parce que, bon, en marketing, on appelle ça des personnes d'influence. Donc, on approche ces personnes-là. C'est pas forcément des artistes, mais ce sont des personnalités qui peuvent influencer les choses dans une manière positive, parce que, comme vous avez vu, on fait des visites de courtoisie auprès des ministres, des sénateurs, des sportifs, des chanteurs et tout ça. Tout ce beau monde-là, en fait, ils sont tous essentiels pour atteindre cet objectif-là. Et encore une fois, c'est là que l'audace se joue, parce que rassembler tout ce beau monde-là, qui viennent chacun de leur univers, c'est pas chose facile, mais dès qu'ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui doit se faire, ça se fait. Et c'est comme ça. Et si tu veux choisir une personne, vraiment une grosse personne d'influence, on va dire, étrangère, avec qui tu aimerais collaborer, toi, ce serait qui idéalement pour Meva Sounds? Jay-Z. Jay-Z, ouais. Et t'as déjà un peu essayé, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, d'entrer en contact C'est en voie. C'est en voie Ah ouais. C'est en cours, mais bon, on verra. On verra. On espère vraiment que ça va se faire. On verra. Ça va être génial. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu es directeur de la créativité au sein de Meva Sounds. Justement, comment ta boîte aujourd'hui, elle est structurée? Parce que, bon, peut-être qu'au début, j'imagine que vous étiez peut-être un petit nombre, mais au fur et à mesure du temps, l'entreprise grossit et je sais pas, les commandes aussi. Du coup, aujourd'hui, comment ta boîte, elle est structurée? C'est une très bonne question. Honnêtement, c'est moi qui gère tout.
Je veux dire, c'est moi qui gère tout, c'est moi qui prépare les collections, c'est moi qui fais le marketing, c'est moi qui fais la communication, c'est moi qui fais la veille médiatique. Mais par contre, l'atelier où on coud tous les vêtements, on travaille, on a plusieurs ateliers et chaque atelier a son chef d'atelier qui gère tous ceux qui font la couture. On a plusieurs ateliers parce qu'il y a des ateliers, par exemple, où on peut faire des productions industrielles comme des vestes, mais il y a aussi pour les clients VIP, si on peut les appeler comme ça, là où on fait carrément du sur-mesure. Pour le sur-mesure, ça demande un peu plus de temps. Ouais. Et ça, c'est une autre couturière et un autre couturier qui s'en charge. D'accord. Et aussi, on a des ateliers qui font les accessoires. Parce que Mes Vassanges aujourd'hui ne fait pas que du prêt-à-porter, ne fait pas que des vêtements, mais on fait aussi de la décoration d'intérieur. Donc pour ça, on travaille aussi avec des artisans, on est en contact avec beaucoup d'artisans et on a aussi un atelier pour ça. Moi, c'est quelque chose justement. Moi, je suis pas dans le monde de la mode, mais par exemple, si je devais m'imaginer être dedans, je crois une de mes plus grandes peurs, ce serait de ne pas savoir quoi sortir lors de la prochaine collection. C'est quoi toi qui t'inspire justement pour faire en sorte qu'à chaque fois, t'aies des produits d'une certaine manière, différents. Enfin, peut-être que c'est le même tissu, mais au moins de par leur design, soit différent à chaque saison. Déjà, c'est la volonté de se mettre au niveau international. Parce que l'esprit de Mes Vassanges aussi, c'est que le pagne, le lambawan ou les tissus que l'on transforme, ce sont des tissus qui sont bien ancrés dans la société malgache, mais qui ont été, pour habitude, portés d'une façon traditionnelle dans les cérémonies malgaches ou dans d'autres cérémonies. Donc nous, notre idée, c'est de perpétuer cet héritage le plus longtemps possible. Parce que la génération, on va dire, durant les royautés malgaches et la génération d'aujourd'hui, il y a vraiment un très grand décalage sur l'époque. On ne peut pas, par exemple, porter le lambawan de la manière où ça a été porté il y a des années et aller au marché d'Anakil, par exemple. Donc, on s'habitue un peu par rapport à la mode, les tendances qui se font aujourd'hui, mais tout en gardant cette authenticité. Donc, c'est comme ça qu'on peut anticiper. Et grâce aux veilles médiatiques qui se fait en interne aussi, on peut voir quel tissu peut s'adapter à tel style ou tel style. Derrière l'histoire de chaque entreprise, du coup, de chaque entrepreneur, il y a, j'ose croire, toujours des challenges auxquels ils ont dû faire face. Dans ton cas, à toi, et dans le cas de Mes Vassanges, c'était quoi on va dire, le plus gros obstacle que tu as dû surmonter pour justement arriver au stade d'aujourd'hui? Le plus gros obstacle, au fait, je dirais pendant la période du Covid. Parce que pendant cette période-là, on venait d'ouvrir notre boutique. Et bon, tout le monde n'est pas au-dessus de la loi. L'État avait interdit à tous les commerces d'ouvrir. Donc, on avait fermé notre boutique. Et même pour faire les livraisons à domicile et tout ça, on ne pouvait pas, vu que c'était un confinement total. Et le loyer, il fallait payer le loyer quand même. Malgré que le commerce fermait, il fallait payer le loyer tous les mois. Notre boutique était quand même implantée dans un quartier assez huppé de Tana. Donc, pour te dire que
Ouais. Le loyer, c'était pas cadeau. Hein. Ouais. Chez moi, ça faisait mal de le sortir quand même. Ça faisait surtout mal de sortir pendant qu'il n'y avait aucune rentrée d'argent. Quoi. Ouais. Il fallait surmonter ça. Et après, c'était un peu un confinement partiel. Nous avons pu remonter la pente. Et il y avait le deuxième confinement. Donc, on avait dû refermer. Et après, ça s'est réouvert. Et au moment où ça s'est réouvert, on avait décidé de réaménager, retaper toute la boutique. Et 3 mois après, le propriétaire de la boutique vient me voir pour me dire qu'on a besoin de notre local. Mais non. Sans préavis, sans rien. Donc, dur. Pour te dire que c'était pas facile, mais il fallait s'adapter et surtout, il fallait pas lâcher, quoi. Ouais. Justement, enfin, à part Mévassin, justement, tu as aussi une autre boutique qui s'appelle Vatsu, où tu commercialises principalement, du coup, des pierres de collection ou des pierres précieuses, du coup, on peut le dire. Vu que c'est un monde, on va dire, un petit peu moins connu, je pense, du grand public. Déjà, comment toi tu t'es retrouvé dedans? Parce que c'est vrai qu'à la base tu avais t'as obtenu un diplôme du coup de gémologue au sein de GMA. Mais c'est quoi toi qui t'a poussé à aller dans ce domaine-là? Est-ce que c'était avant ou est-ce que c'était après Mévassin? C'était bien avant Mévassin, parce que j'ai fait mon MBA en Chine. Et quand je suis revenu, j'ai fait pratiquement une année sabbatique d'abord, pour souffler un peu. Et c'est après que j'ai entamé la gémologie. J'avais entamé la gémologie par curiosité. Hein. Par curiosité, et c'est devenu une passion après. Mais c'était toujours dans le même esprit. Hein. Je me suis dit que quand même, à Madagascar, on a toutes sortes de belles pierres qui méritent, encore une fois, d'être mises en lumière. Et par quel biais mettre tout ça en lumière. Et grâce aussi au développement des réseaux sociaux et tout ça. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on commercialise des pierres de collection et des pierres qui sont utilisées à des fins thérapeutiques, la lithothérapie. Donc c'est par rapport à ça, en fait, j'ai voulu attirer l'intérêt et l'attention des personnes qui sont à l'étranger, parce que c'est vrai que c'est moins connu ici chez nous, mais la gémologie et le domaine des pierres, c'est quand même une grande communauté. Hein. Et voilà, je me suis pris au jeu et je me suis pas demandé au début si ça allait marcher ou si ça allait pas marcher. C'était un truc qui me passionne, qui me passionnait, qui me passionne toujours. Et je voulais partager ça avec mes compatriotes, voire à l'extérieur, pour encore une fois que les gens savent qu'on a un potentiel aussi dans les mines ici. Et voilà. Parallèlement à ces deux entreprises-là, tu es aussi un artiste, plus précisément en fait rappeur. Dans une grande majorité de tes textes, on retrouve souvent la notion de zanar, de tradition, d'ancêtre, qui d'ailleurs rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport au Lambawan et aux traditions. On dirait qu'il y a toujours je dirais le cœur de ce que tu fais reste toujours le même. Est-ce que quand tu décides justement de te lancer dans le rap, est-ce que ça a toujours été vraiment ta seule et unique motivation, ou est-ce qu'à l'époque, on va dire, c'était éventuellement pour percer, on va dire, dans le monde de l'industrie de la musique, en fait, parce que t'as un rap, on va dire, qui conscientise, hein, d'une certaine manière, du coup, et qui nous rappelle justement nos origines, notre culture. Donc c'est un rap qui, on va dire, est quand même différent un petit peu de ce qu'on pourrait entendre dans un rap un peu plus commercial, peut-être, qui parlerait d'autres sujets. Mais toi, justement, en choisissant ces sujets-là, est-ce que c'était vraiment... Ah, bah, je te dis, c'est OK, bon...
je me lance avec et advienne que pourra, ou est-ce que de base c'est vraiment un domaine dans lequel tu voulais évoluer Déjà de base, j'étais entouré de personnes qui aimaient bien la musique. Et déjà de mon jeune âge, hein, je me rappelle quand j'étais dans le secondaire, à l'ESCA, à l'époque de 2002-2003, c'était un peu l'âge d'or du rap malgache, si on peut dire ça comme ça. Et bon, il y avait des amis qui dansaient, il y avait des amis qui écrivaient et tout. Et moi, je faisais partie de la catégorie qui écrivait. Et bon, je faisais ça au feeling, si on peut dire ça. Et arrivé au moment, si ma mémoire est bonne, en 2006 ou 2005, il y avait un concours qui s'appelait Talentas Canto à l'ESCA. Et bon, je me suis dit, par plaisir, hein, on va essayer de participer, de concourir pour voir comment ça va se passer. Et à l'issue de ce concours, on a gagné le concours création 2006 ou 2005. Ce qui était un peu étonnant parce que c'était en même temps une période où la musique punk et tout ça était vraiment en hausse aussi auprès de nous jeunes de cette époque. Donc on était le seul rappeur qui concourait face à d'autres musiques similaires. Donc à l'issue de ça, je me suis dit quand même que peut-être que c'est un talent. Et pourquoi pas avancer dans ce sens-là. Mais au fil des années aussi, il a fallu faire un choix. Parce qu'il y a les études, il y a la musique. Et j'ai décidé de choisir la voie qui allait me propulser le plus loin possible. C'est-à-dire, je me suis concentré sur mes études, bien que j'enregistrais mes chansons, mais j'avais pas pour ambition d'être joué dans des radios ou de faire des spectacles. Parce que, bon, pour être chef d'entreprise, pour aspirer à être chef d'entreprise, il faut déjà vraiment maîtriser tous les outils pour y parvenir. Donc, il fallait maîtriser toutes les filières, il fallait maîtriser toutes les matières, finance, marketing et tout ça. Et après, rallier la théorie et la pratique pour pouvoir mettre en place, par exemple, un label de musique, une maison de couture, un commerce de pierre. Déjà, pour être à la tête de tout ça, il faut acquérir une certaine connaissance. Donc, ça ne s'est fait pas précipitamment. Et c'est pour ça que si tu écoutes ce que je sors maintenant en termes de musique, il y a vraiment certains thèmes dans la notion de Zanaa, les racines et tout ça qui reviennent souvent parce que, bon, bien qu'on est un rappeur, bien que je suis un rappeur, je suis conscient aussi que je peux pas rapper les mêmes textes d'un gamin de 15 ans ou d'un gamin de 20 ans, vu que je suis dans la trentaine maintenant. Donc, j'ai un public qui est du même âge que moi. J'ai un public qui est un public senior, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai un public qui est moins âgé que moi. Donc, pour trouver le juste milieu, il faut quand même rassembler toutes ces personnes-là. Est-ce que toi, tu penses à ton niveau qu'aujourd'hui, justement, on perd justement un petit peu peut-être de notre identité culturelle? Petit à petit, malheureusement. Mais tant qu'il y aura des personnes qui vont se battre pour rehausser cette image, on ne perd pas espoir. Il y a 2 ans, tu as sorti une musique en fait dont le titre est Saint-Boumène.
Et dans les paroles, il y a quand même cette notion d'avancer, en même temps le fait d'être seul mais de garder confiance en Dieu. Tu parles même d'un bateau rouge qui traverse les eaux agitées. Quand on fait un peu le parallèle, est-ce que tu penses que ça illustre quand même bien un petit peu le monde, la vie d'un entrepreneur? Exactement. Parce que déjà, le titre Sambumena, là, c'est issu d'un proverbe qui vient dans le Nord, qui dit Sambumena, Chimata Tandrugasi. Ça veut dire que le bateau rouge, qu'importe le temps, qu'importe les saisons, il avance. Et pour revenir à la vie d'un entrepreneur, j'en ai parlé un peu à un jeune frère qui me côtoie, qui commence ses débuts aussi dans l'entrepreneuriat. Et c'est un message aussi à ceux qui veulent se lancer. La vie d'un entrepreneur, en fait, c'est pas dans la gloire, dans le succès. C'est surtout quand tu n'as rien. C'est là que tu te poses la question, j'avance ou je reste. Parce que c'est dans cette période-là, en fait, que tu peux voir si tu as le mental assez solide pour affronter tout ça. Et c'est là que tu as la réponse aussi, si cette vie-là, elle est pour toi ou elle est pas pour toi. Parce que je te donnerai une anecdote. Moi, ma philosophie à moi, c'est d'avancer. Donc, que je n'ai aucun zéro arrière, on va dire, sur moi. Si je dois avancer, si je dois aller à Nalakil pour aller à un atelier, pour aller voir les tissus, si je dois prendre le bus ou marcher à pied pour me rendre à Nalakil de chez moi, je le ferai parce que un jour de gagné, un jour de perdu était un jour de gâché. Donc, il faut avoir cette mentalité-là, déjà, de faire face à l'adversité et de se dire qu'il y aura toujours des jours meilleurs et que tous ces moments-là, c'est des moments où on teste ta patience et on teste ta capacité à gérer les tempêtes, quoi. Mais est-ce que toi, donc, du coup, à aucun moment vraiment, t'as envisagé d'abandonner quand c'était dur? Non. C'est que ça m'est jamais arrivé. Et Dieu merci aussi. Parce que si j'avais eu cette mentalité-là, je serais pas là assis aujourd'hui en train de faire un podcast. Tu mets en pratique, on va dire, ce que tu prêches, donc du coup ça c'est bien, tu vois. Ouais. Aujourd'hui justement, donc tu as quand même plusieurs activités, aussi du personnel. Comment est-ce que toi tu fais pour gérer tout ça? Est-ce que d'un moment ça devient pas un petit peu compliqué quand justement il y a peut-être une urgence, cette urgence est réglée, il y en a peut-être une autre là-bas, il y a une opportunité qui se crée là-bas, faut que tu y ailles. Ça va, tu t'en sors? Est-ce que toi, tu as une méthodologie particulière que tu appliques pour essayer de garder un certain équilibre, si possible? Au début, c'était assez difficile. Mais bon, avec le temps, il a fallu déjà s'organiser. Et aussi, il y a une méthode que je recommanderais à tout le monde, c'est de méditer de bon matin. Au moment où tout le monde dort, c'est là qu'on commence la journée. Je vais dire à 4h30 ou 5h du matin, là où tout est calme. Tu prends du temps, tu médites. C'est le seul moment, en fait, où tu te retrouves avec toi-même. Et que tu te dis aussi, cette journée-là, il y aura du bon et du mauvais. Mais quand il y aura du mauvais, il ne faudrait pas que je perde mon sang-froid. Il faut que j'apprenne surtout à gérer mes émotions par rapport à tout ça. Et après, bon, bien qu'on soit organisé, rien n'est parfait, mais il faut savoir laisser du lest un peu par rapport à tout ça. Il faut que tu parles de méditation, parce que moi, justement, dans
va dire dans mon fil d'actualité YouTube, justement, je commence à avoir plein de trucs justement sur la méditation depuis peut-être une semaine. Et je regardais un petit peu pour voir ce que j'en disais, parce qu'à un moment, quand il y a tellement de gens aussi qui en parlent, tu te dis, peut-être qu'il y a quelque chose, là. Ma question justement par rapport à la méditation, l'objectif étant de te retrouver avec toi-même, est-ce que tu te concentres sur quoi? Est-ce que tu te concentres sur ta respiration, ou est-ce que par exemple tu imagines un point peut-être de ton corps ou de ta tête sur lequel tu te focuses, ou... C'est surtout un moment où je remplis mon esprit d'ondes positives. C'est surtout ça. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les imprévus dans une journée, il y en aura toujours. Mais c'est surtout l'attitude que l'on garde par rapport à ces choses-là qui fait en sorte qu'on n'oublie pas toutes les choses positives que l'on a tout autour. Par exemple, tu peux avoir un problème dans ta journée, mais si tu te focalises trop sur le problème, tu oublies le fait que, par exemple, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, que tu as la chance d'être en bonne santé, que tu as la chance d'avoir quelque chose à manger que les autres n'ont pas. Et voilà, quoi. Ne pas être déconnecté de cette gratitude. Et aussi la méditation, c'est le seul moment, je pense, où on est en contact avec la personne qui est en haut. Non, c'est vrai ce que tu dis, que des fois, c'est vrai que quand on est pris un peu dans notre vie de tous les jours, et surtout quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on a peut-être tendance, c'est vrai que ça m'arrive parfois justement d'oublier, je dirais, l'essentiel en fait. Justement, que aujourd'hui je suis là, je suis sur mes deux jambes, j'ai encore la chance de respirer normalement, et voilà, ça fait penser un peu justement au dessin animé Disney là, avec le livre de la jungle, il disait il en faut peu pour être heureux, et c'est vrai, il faut savoir en fait prendre ce recul là et se dire je suis bien aujourd'hui, et merci, du coup. Voilà. Faut savoir aussi que, parce que, bon, moi, je parle pour moi, j'allais dire nous, les designers, on a une tendance à être perfectionniste. Mais il faut savoir aussi qu'on peut être perfectionniste. À 80-90%, c'est déjà assez. La vie n'est pas parfaite. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'être tolérant. Et de lâcher du lest un peu pour se dire c'était une bonne journée, mais il y avait ça qui était pas bien, mais j'essaierai d'améliorer ça demain. C'est ça, quoi. Tu parles justement de tolérance. Comment est-ce que toi tu m'as l'air d'être justement, de bien gérer tes émotions, d'être quand même vraiment posé dans ta réflexion, dans la manière dont tu vis les choses. Mais toi, par exemple, quand il y a un problème au bureau ou à l'atelier ou autre, justement, cet aspect, comment toi tu manages ton équipe? Parce que c'est vrai qu'on parlait de tolérance, justement. Tolérance, ce serait de dire, donc, du coup, par exemple, si le gars qui devait, par exemple, faire un habit en particulier pour un VIP, il s'est complètement gouré dans le motif, par exemple. Bon, c'est quoi la ligne pour toi entre justement la tolérance, on va dire, et l'exigence professionnelle? Tiens. D'accord. D'abord, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai un côté très altruiste. Donc, avoir cette intelligence émotionnelle-là, c'est un atout, comme ça peut être un défaut. Mais par rapport à mon équipe, tout se fait par la discussion, en fait. Tout se fait par la discussion, posée calmement. Et voilà. Bon, là, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu ce problème-là. Dieu merci qu'un gars s'est gouré dans la coupure et tout ça. Mais être chef d'entreprise, c'est ça. Tu es un leader, tu es là pour ton équipe. Déjà, si il y a ces fautes-là dans l'entreprise, il faut pas se dire que c'est ta faute.
C'est toi le leader, donc tu prends sur toi d'abord. S'il y a eu telle ou telle faute, faudrait déjà se remettre en question. Est-ce que j'ai pas bien communiqué ce dont j'avais besoin et tout ça, et après rappeler aux personnes aussi que une gaffe ou une faute, ça peut impacter sur leur salaire, parce que une vente, c'est ça qui fait manger tout le monde, en fait. Et c'est ça. Et j'aimerais un peu revenir sur ce qu'on avait parlé tout à l'heure par rapport à ce qu'est d'être un entrepreneur. Parce qu'il y a des adversités, par exemple, où il n'y a aucune vente dans un mois. Mais toi, en tant que leader d'une équipe, tu te dois de t'assurer que tout le monde mange. Quitte à que tu es le seul à ne pas manger, il faut que tes employés et les personnes qui sont sous ta responsabilité soient bien, en fait. Parce que le bien-être de chaque personne a un impact sur le produit qu'on sort. Donc, il faut que tout le monde soit bien. Et aujourd'hui, l'équipe est consciente qu'ils sont bien traités. Donc, ils sont plus impliqués quand on leur fait faire une tâche. Tout à fait. Donc, c'est tout ça, en fait. Ouais. C'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup un petit peu de tout ce qui est bien-être au travail, qu'on remet vraiment l'humain au centre. Parce qu'il y avait peut-être un moment, par exemple, dans l'histoire de l'humanité où, on était sur les entreprises étaient sur des modèles économiques où c'était plus la productivité, on va dire, à 100%. Et l'humain qui est là, on n'y pense pas trop. Comme dans le film de Charlie Chaplin. Voilà, exactement. Ouais, je me rappelle, ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il faut qu'on s'en rappelle, que ce soit aussi bien nous, entrepreneurs, qui sommes du coup à la tête de structures et où on dirige des gens, mais aussi du coup, il faut que les autres personnes aussi qui sont les collaborateurs d'entreprise aussi, n'oublie pas que il y a quand même des sacrifices que peut-être eux ne voient pas en fait, mais qui sont quand même faits pour que justement les choses continuent de tourner. Parce que comme tu dis, qu'il y ait une vente ou qu'il y ait zéro vente, faut que les choses tournent. Voilà. C'est hyper important. Et tout à l'heure, tu mentionnais un petit peu ce qui était l'intelligence émotionnelle, justement. C'est quelque chose où j'aime bien discuter avec les invités avec qui j'ai la chance de discuter. Comment est-ce que toi, t'es arrivé à ce stade de maturité justement en termes d'intelligence émotionnelle? Parce que dans le système éducatif classique, en fait, c'est pas quelque chose qu'on met beaucoup forcément en avant. On en parle un petit peu. On fait peut-être des fois tu vois, il y a un peu genre des tests, un petit peu, par exemple, pour connaître ton tempérament, c'était sanguin ou flegmatique et tout ça, voilà. Mais généralement, ça s'arrête là, c'est pas quelque chose qu'on pousse beaucoup, sauf peut-être pour ceux qui étudient, du coup, tout ce qui tourne autour de peut-être la sociologie, les relations humaines et tout ça. Comment est-ce que toi, justement, tu t'es façonné dans ce domaine-là? Est-ce que c'est grâce à la lecture ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement? Comme j'ai dit, c'est la combinaison de la théorie et la pratique. À travers mon MBA, on a eu une matière qui était vraiment axée sur les ressources humaines. Et c'était dans cette matière-là, en fait, qu'on en parlait. Et l'importance aussi des relations humaines sur les lieux de travail, l'importance d'avoir un environnement de travail sain, et la relation entre la productivité et le confort de ses employés et tout ça. Et après, vu qu'aujourd'hui, j'ai quand même une équipe qui travaille avec moi, ça s'est ajouté. C'est mis en place tout seul, d'accord, ouais. Et aussi, j'ai eu la chance d'étudier au
au centre d'études diplomatiques et stratégiques. 14e promotion, c'est ça? Oui, 14e promotion. Ce qui m'a donné aussi des notions sur l'importance de la diplomatie, de savoir parler avec ses interlocuteurs sans pour autant ne pas perdre de vue ses objectifs, ce dont on a besoin, mais de les communiquer d'une manière aimable et où tout le monde est à l'aise. Ouais. On arrive un petit peu sur la fin de notre discussion. Moi, j'aimerais voir avec toi un point particulier. Je pense que créer, mettre en valeur les choses, c'est dans ton ADN. Ça fait partie de toi. Est-ce que tu as des projets futurs sur lesquels tu travailles actuellement, ou est-ce que pour l'instant tu préférais te concentrer sur mes vaccines, pourquoi pas voir Jay-Z avec un de tes produits prochainement, et sur Vatsu justement avec les pierres, ou est-ce qu'il y a un troisième peut-être projet sur lequel tu t'envisages? Le projet futur que l'on est en train de travailler en ce moment, on essaie encore de trouver la bonne porte, c'est d'être à la Paris Fashion Week. Ah ouais. Ça, c'est un objectif que l'on s'est fixé. Mais bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. Mais notre équipe est déjà sur le coup et on est en train de voir comment, encore une fois, porter le flambeau malgache encore plus loin à travers ce qu'on sait faire, quoi. C'est vraiment excellent. Écoute, moi, je voulais vraiment te remercier pour ton honnêteté, pour le partage de ton histoire, et te souhaiter beaucoup de courage, de succès pour la suite. Merci. Et écoute, si jamais tu aimerais faire passer un message à ceux qui nous regardent, à nos cadets, mais peut-être même ceux qui sont déjà un peu plus âgés que nous, c'est le moment. D'accord. Déjà, je vous remercie aussi de m'avoir donné l'honneur de m'exprimer aujourd'hui, parce que honnêtement, je me voyais pas être ici aujourd'hui, parce que quand même, je reviens de loin et je représente quand même une communauté qui n'est pas assez visible dans l'entrepreneuriat. Mais bon, ce qui est bien, c'est un début, et j'espère que ce sera, comment on va dire, un benchmark pour mes frères et mes sœurs qui nous observent en province, qui nous observent ici, toute la jeunesse malgache, tous nos aînés, parce que sans nos aînés, nous ne serons pas ici. Ce qui me vient à la tête quand je parle de mes aînés, c'est mes encadreurs, par rapport à tous les stages que j'ai faits. Oui, parce que j'étais à Novocom en première année, j'étais à Biscor en deuxième année, la chocolaterie Robert en troisième année. Bon, en quatrième année, j'étais au port de Thomas, et après j'étais parti. Tout ce beau monde-là, en fait, Madagascar reste encore jusqu'à aujourd'hui un chantier où on peut faire les choses. Mais ce qui manque un peu, c'est qu'on hésite à se rapprocher. Et beaucoup de paramètres nous éloignent, en fait. Les classes sociales, nos secteurs d'activité, l'âge, les provenances et tout ça. Mais j'ai foi qu'un jour, nous aurons le temps de tous nous réunir sur une table et de discuter et d'unir nos forces et vraiment d'aller de l'avant. Et que de bonheur à tout le monde et à tout le peuple malgache qui est à Madagascar et à la diaspora. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce message très fort. Merci. Merci.